17 janvier 2026 restera comme une date charnière dans l'histoire judiciaire et politique du pays des hommes intègres. Après plus de 3 ans d'exil à Lomé, l'ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été officiellement extradé vers Ouagadougou. Ce retour longtemps jugé improbable marque un tournant sans précédent. Derrière les murs du tribunal militaire et des pôles judiciaires spécialisés, une machine complexe s'est mise en marche. On ne parle plus seulement de coup d'État de janvier 2022, mais d'accusations bien plus lourdes, détournement de deniers publics, enrichissement illicite et surtout des soupçons de tentatives de déstabilisation à répétition contre les institutions actuelles du Burkina Faso. Dans le forum de ce dimanche 25 janvier 2026, durant 90 minutes, nous allons nous plonger au cœur de ces enquêtes qui secouent le sommet de l'État burkinabé. Quelles sont les preuves concrètes accumulées par la justice burkinabé? Comment cette extradition redéfinit-elle les relations diplomatiques au sein de l'AES et avec le voisin togolais? Et surtout, ce procès à venir peut-il devenir le symbole d'une nouvelle ère de redevabilité ou risque-t-il d'exacerber les fractures au sein de l'armée? Entre révélations sur les réseaux de financement et enjeux de sécurité nationale, nous décryptons l'évolution d'une affaire où la raison d'État croise le fer avec la soif de justice des citoyens. Bienvenue à cette seconde messe avec au plateau ce dimanche Luc Kouméabalo Abaki. Luc, bonjour. Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. C'est encore un plaisir d'être là pour décortiquer l'actualité africaine. Oui. On s'accompagne l'homme qui ne bouge pas, son Excellence Sogoyou Kegewe. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs, puisque nous rappelons toujours que l'émission passe en direct sur la radio de New World 90.5. Donc, et bon dimanche à tout le monde. Ouais. Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Burkina, Damiba et son téléphone pâle, et ça a fait froid dans le dos. C'est le thème et vous êtes conviés à enrichir cette émission avec vos contributions. Vous pouvez le faire avec WhatsApp, plus 228 96 08 43 43 ou sur les réseaux sociaux qui nous relaient actuellement. Nous sommes en direct sur Facebook et YouTube. Merci d'être avec nous. Nous démarrons avec les dessous juridiques de l'extradition du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Luc Abaki, pourquoi cette extradition est un tournant pour la transition du capitaine Ibrahim Traoré? Non, je crois qu'il faut d'abord revenir aux faits. Le contexte, c'est quoi? C'est que Paul-Henri Damiba, c'est un officier supérieur de l'armée burkinabé qui, ensemble avec ses collègues, voyant justement l'insécurité et tout ce qu'il y avait comme dégradation de l'administration Roch Christian Kaboré, ont décidé donc de le renverser le 24 janvier 2022. Et donc Damiba, qui était donc le plus grand officier, le plus gradé et tout ça, a pris le devant. Et ses confrères lui ont dit, bon ben, il faut prendre le devant pour qu'on puisse stabiliser le pays, résoudre les problèmes majeurs auxquels l'armée fait face, et puis le problème d'insécurité, etc., etc. Donc, c'était sur la base d'un engagement tout à fait clair que le groupe de Damiba a fait le putsch et donc mis Damiba au devant de la scène. Mais pendant des mois, voilà un Damiba qui commence à tergiverser et à s'allier avec les ennemis d'hier qui ont contribué justement à dégrader tout ce qui avait de précieux dans ce pays-là. Du coup, le capitaine Ibrahim Traoré et donc les autres militaires ont décidé de le renverser. Alors lui, il demande l'asile politique au Togo, il l'obtient. Mais ils se connaissent très bien. Le capitaine Traoré, même Henri Damiba lui-même affirme avoir eu de très bonnes relations avec IB et tout ça. Ça veut dire on connaît les capacités d'action de Damiba et son réseau, etc., etc. Et depuis qu'il est là, en tant que réfugié, normalement, il a un devoir de réserve parce que les principes d'asile politique sont connus de tous. Malheureusement, pendant qu'il était ici, il est rentré dans une agitation, dans des complots, en tout cas tel que ça a été toujours dit depuis 2023, 2024, etc. C'est qu'il était au cœur d'un système de complot pour renverser justement IB parce qu'il considère que c'est mon petit, ce n'est pas lui qui peut me remplacer, etc. Donc son ego est vraiment blessé et il est rentré dans la conspiration totale. Alors si aujourd'hui
l'État du Togo a fini par l'extrader. Mais c'est un tournant décisif parce que depuis que le régime Ibrahim Traoré est là, et toutes les initiatives que ce régime prend ont été sabotées par l'action justement de Henri Damiba. Heureusement que le régime d'Ibé a laissé infiltrer ou bien diffuser clairement toutes les complicités, en tout cas toute la conspiration qu'il y avait et qui visait précisément à renverser le régime de Ibé. Donc ça veut dire que si on arrive à mettre la main sur un monsieur comme celui-ci, qui est au cœur d'un système de conspiration contre le régime actuel, c'est un tournant parce qu'ils ont démantelé là un système très farouche et très lourd qui englouillait la gouvernance de IB. Je pense que c'est un tournant effectivement décisif et à partir de là, on va apprendre beaucoup de choses qui vont montrer combien les complicités au sein de l'armée, en tout cas au sein même de l'administration politique burkinabé constituent de vrais sabotages pour ce pays-là. À l'intérieur et à l'extérieur. Excellence Ogoyou Kegewe, le 11 janvier, sur ce même plateau, vous développiez des arguments pour l'extradition de Damiba 6 jours après. L'extradition a eu lieu, on dirait que vous étiez dans les secrets des dieux. Non, une analyse reste une analyse. On peut se tromper dans l'analyse, tout comme l'analyse peut être juste. Et moi, je reviens à l'extradition elle-même. Le Togo a agi dans le strict respect des lois des relations internationales. C'est-à-dire que c'est un chef d'État, un ancien chef d'État, on doit l'extrader. On a suivi la procédure juridique normale et... Il y a une procédure accélérée. Accélérée ou ralentie, c'est la procédure juridique normale selon le droit international et on l'a extradé. Maintenant qu'il est extradé, il est arrivé chez lui, à notre connaissance, il sera jugé. Il sera jugé veut dire qu'il aura droit à sa défense, à ses avocats, et il parlera. En attendant qu'il ouvre lui-même la bouche, son téléphone parle. Gilles, je pars du principe que ça c'est mon téléphone. On ne peut pas trouver dans mon téléphone ce que je n'ai pas envoyé à quelqu'un ou ce que quelqu'un ne m'a pas envoyé. C'est les deux. Donc, je ne peux pas dire ah, ça, je ne sais pas. Donc, en attendant que le téléphone parle, on va lui... En attendant que lui-même parle. Pardon? En attendant que lui-même parle. En attendant que lui-même parle. Voilà. Maintenant, le plus choquant dans cela, le plus choquant, malgré le respect scrupuleux des lois, des conventions internationales avant extradition, on voit toute une foule de contestataires et d'agressions contre le Togo. Ah, pourquoi on a extradé Damiba? Et ce qui est surprenant, des pays qui ont toujours crié contre les coups d'État, ce qui est normal, personne ne veut un coup d'État, c'est eux qui disent, qui reprochent au Togo de n'avoir pas laissé Damiba aller jusqu'au bout de son coup d'État au Burkina Faso. Pourquoi on l'a extradé? Le Togo a extradé Damiba de la manière la plus légale possible. Il n'est pas normal que des gens qui, eux, ont l'habitude d'enlèvement de leurs adversaires politiques, je dis bien enlèvement, on envoie l'avion, on t'embarque Mani Militari, on te jette comme un sac de pommes de terre dans l'avion, on t'amène. Personne ne dit rien. Oui, mais les partisans de la non-extradition expliquent que je n'étais pas là. Paul-Henri Sandaogo Damiba aurait été remis au Togo en concertation avec la CEDEAO et que s'il devait être extradé, maintenant, aurait dû dire un petit mot. Oui, en concertation avec la CEDEAO. Est-ce que dans cette concertation avec la CEDEAO, il y avait un chapitre où Damiba avait le droit d'organiser des coups d'État à partir du territoire togolais? Est-ce qu'il y a ça? Si dans la concertation avec la CEDEAO, il y a un chapitre qui le dit, là, je vais condamner le Togo. Voilà, tu t'es entendu avec les autres que Damiba utilise ton territoire pour faire coup d'État, pourquoi tu l'as extradé? Je crois qu'il n'y avait pas un tel chapitre dans les concertations, les conciliabules. Et quand ça se passe, tu es ici,
tu écoutes les gens, hein, c'est le Togo qu'on a incriminé. Ah, le Togo refuse d'extrader Damiba. Les gens disent même que c'est le président du conseil qui organise lui-même coup d'État au Burkina Faso. Les gens très informés, hein, ils disent. Bon, voilà. Donc, c'est le Togo qui est incriminé. Et quand le Togo était incriminé, quand le nombre de fois où on a mis Damiba en garde, il a eu des mises en garde. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Est-ce que tu as appris depuis 2024 ou 2023, quand on disait Damiba fait coup d'État, est-ce que tu as appris que la CEDEAO a dit à Damiba, mais fais attention, c'est avec notre concours que tu as trouvé une place au Togo. Donc tu ne peux pas nous trahir. Donc apparemment, la CEDEAO l'avait soutenu en préparation de coup d'État au Burkina parce que la CEDEAO n'aime pas les pays de l'AES. Alors, comment tu veux que le Togo se laisse prendre dans cette mélasse? Lequel des pays de la CEDEAO est venu dire au Togo, bon, donne-le nous. Même si on vous le donne, ce qu'il a déjà fait, il faut qu'on le juge pour ça. Je ne connais aucun des pays de la CEDEAO qui serait content d'apprendre qu'il y a un pays voisin chez qui des gens sont logés et qui organisent des coups d'État chez eux. Je ne connais aucun d'entre eux. Et c'est normal. Donc quand on me dit que non, c'est concertation avec la CEDEAO, première question, est-ce qu'il y avait une clause où Damiba, à partir du Togo, devait déstabiliser le Burkina? Non. Quand on a mis le président Damiba en garde, qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Est-ce qu'elle est intervenue? Ou bien au niveau de Damiba directement, ou bien au niveau des responsables togolais pour dire, écoutez, nous vous soutenons, on ne va pas laisser Damiba salir votre nom. Non, au contraire, ils se sont même investis avec leurs communicants toxiques pour dire, ah, c'est le Togo même qui fait coup d'État. Le Togo vous prouve qu'il ne fait pas coup d'État. On l'a envoyé dans son téléphone, on va voir qu'est-ce qu'il a comploté avec le Togo. Et si on ne voit pas dans le téléphone, il parlera. Maintenant, c'est des gens qui, Damiba est assis à Lomé et qui le manipulent à partir de Lomé pour faire coup d'État, c'est eux qui sont complètement paniqués. Ils sont paniqués parce qu'ils savent que Damiba va parler. Le téléphone parle, Damiba lui-même parle. C'est eux qui sont paniqués. Ça veut dire que vous avez piégé votre collègue togolais en disant, écoutez, voici un cas social, recevez-le, assurez sa sécurité, juste pour l'utiliser à partir du Togo pour faire un coup d'État, pour que le Togo lui-même soit agressé. Comme ça, d'une pierre, je l'ai dit la dernière fois, vous avez fait 2 coups. Voilà. Je pense qu'il faut être vraiment clair, hein. On va revenir aux fondamentaux. En matière d'asile politique, le premier principe, c'est le devoir de réserve. C'est la neutralité. C'est que tu es en situation, tu deviens un cas social, on te récupère pour te sécuriser. Et dans un tel contexte, tu n'as pas droit à la parole sur des questions liées à la vie politique de ton pays. Et à plus forte raison que tu t'engages ouvertement pour comploter et envisager l'éventualité de renversement d'un régime, en tout cas de ton pays. Tu ne peux pas te rendre complice des actes subversifs qui contribuent à éliminer la vie à tes concitoyens. Voilà le principe de base qui peut permettre que, mais attends, dans nos sociétés, lorsque un enfant commet une faute, a une difficulté dans sa famille, il court et il rentre dans une maison. Les parents de cette maison-là ont le devoir de le récupérer, de le protéger, sur la base des règles de nos règles du vivre ensemble. Et le parent va dire, non, non, laisse, il est déjà venu se réfugier chez moi, je m'occupe de lui, je vais le redresser, et puis voilà. Et donc, obliger cet enfant n'a plus le droit, depuis ma maison, de jeter des pierres, de lancer des pics, ou de faire quoi que ce soit qui compromettrait, moi, ma propre sécurité et même ma crédibilité. Voilà le contexte. Et donc, si aujourd'hui, avec tout ce qui a été dit par les autorités burkinabées, par les complices de Damiba, il est vraiment avéré que Damiba, depuis son refuge togolais, était devenu un acteur primordial et principal qui vise à déstabiliser l'État burkinabé. Mais le Togo n'a aucune raison de le garder. Et de toutes les façons, le fait qu'on le ramène chez lui n'est pas encore une fin en soi. Le Togo, dans son communiqué, a indiqué que l'État burkinabé a donné la garantie d'assurer justement ses droits
et de lui garantir un procès équitable, et puis donc d'exclure l'éventualité de la peine de mort, etc. Donc, ce sont des éléments qui convainquent justement l'État togolais, parce que justement, c'est ce que l'État togolais lui garantissait ici. Ah, maintenant, si cela lui est garanti, alors lui-même, il a tout intérêt à se prononcer sur ces faits-là, si tant était qu'il est innocent. Il ne faudrait pas que les gens nous donnent le sentiment que oui, parce que tu as été un dirigeant, donc ta vie vaut largement plus que celle des autres citoyens qu'on tue chaque jour par ton acte, par tes œuvres, par tes plans conspirateurs qui visent à déstabiliser ton propre pays. En tout cas, pour le moment, nous considérons qu'il y a la présomption d'innocence. Damiba a le privilège aujourd'hui, une fois dans son pays, de faire face à la justice et de sortir sa part de vérité. C'est important pour lui-même, c'est important pour les autorités burkinabées, c'est important pour le peuple burkinabé, c'est important pour la communauté internationale, tout simplement. Mais il y a un paradoxe, chers invités. La justice, justement, qu'elle a extradé, a évoqué des chefs d'accusation allant du détournement de deniers publics au blanchiment de capitaux. Pourquoi les crimes financiers sont-ils mis en avant par rapport au complot de déstabilisation dont nous parlons jusqu'à présent? Tu sais, personnellement, c'est mon opinion personnelle. Je n'oblige personne à la partager avec moi. Un détourneur de deniers publics est un terroriste. Ah oui. Le détourneur de deniers publics, c'est un terroriste. Parce que c'est lui qui contribue à appauvrir le pays, à appauvrir les populations, à les énerver, à les fâcher contre les régimes en place et un jour à prendre les armes contre les régimes en place. Donc, voler les milliards, on parle de milliards, on n'a pas parlé de l'argent du mouton de Dabaski, non, on parle de milliards. Donc, quand tu voles ces milliards, tu es un terroriste. C'est pas compliqué. Je crois que si on continue à prendre ces voleurs pour des hommes bien, on les enferme même pas. Le type vole le mouton ou la poule du voisin, on le met en prison. Lui, là, a volé des milliards, il se pavane en ville. Non. Donc, si tu dis pourquoi cela est mêlé au sujet, c'est un terroriste. Voler l'argent, c'est du terrorisme. Non, je crois qu'on n'a pas donné une préséance au crime économique, c'est un listing. Et puis, il faut voir la cohérence. Si on dit par exemple détournement de fonds, crime économique, etc., oui, mais Damiba a dirigé le pays pendant 8 mois. Ça veut dire que c'est au cours de l'exercice du pouvoir que ces actes ont été commis, ces actes criminels, sabotant l'économie de son pays, ont été commis. Et donc, en partant de la base, ça veut dire qu'il a été auteur de la corruption, des détournements avant qu'il ne soit en exil. Et maintenant, il incite à la commission des délits et des crimes, c'est-à-dire à la déstabilisation de son pays. Avec l'argent volé. Avec l'argent volé, justement. Donc, ça veut dire qu'il y a une cohérence dans ce qui a été évoqué, en tout état de cause. Un acte subversif, un détournement du denier public. On parle toujours du denier public. J'ai l'impression que les gens minimisent ce contexte-là. Vous voyez, quand vous êtes dirigeant, ce n'est pas vous qui produisez les ressources dont vous disposez pour gouverner le pays. C'est le labeur du peuple. Ce sont les citoyens qui, de par le travail, créent la richesse nationale qu'on met à votre disposition pour que vous puissiez maintenant le répartir de façon équitable et de sorte à sécuriser l'ensemble de la population, à mettre tout le monde en confiance. Imaginez cette confiance inouïe qu'on investit en vous et subitement, au lieu de déployer cet argent-là pour des fins nobles, vous les détournez à des fins personnelles. Mais si mes informations sont bonnes, Damiba n'est pas venu au Togo ici avec 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards. Il est venu avec beaucoup plus que ça. Il a trouvé ça en 8 mois de gouvernance. Il va falloir expliquer. Peut-être qu'il a une machine qui fabrique de l'argent. C'est possible. Dans tous les cas, si ces faits-là sont avérés, il va falloir s'expliquer. Quelle est votre dignité? Quelle est votre fierté si on vous accuse d'un certain nombre de choses auxquelles vous ne répondez pas? Donc c'est une belle opportunité pour lui, en effet, de prendre la parole, et donc de déconstruire tout ce narratif, mais qu'on lui attribue. Parce qu'il est un officier supérieur, il a un parcours, son honneur est quand même mis en jeu. Je pense que c'est dans ce contexte-là que nous nous retrouvons. Concentrons-nous maintenant sur les faits de tentative de déstabilisation. Quels sont les premiers échos à l'arrivée de Damiba à Ouagadougou? Son téléphone
aurait déjà commencé par parler, Ouais. Excellence Ogoyou Kegewe. Oui, le téléphone parle lui-même. Et Samko l'a un peu interrogé, il a parlé. Pourquoi tu veux faire coup d'État? Qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? Ah non, c'est pas si quelque chose ne va pas, moi je veux le pouvoir. Parce que quand je vois mon frère au pouvoir, moi ça m'énerve. Et je veux le pouvoir. Peu importe si les gens meurent, ce n'est pas mon problème. Moi je veux le pouvoir. Je vais prendre toutes les machines que Traoré a achetées, je les vends et j'organise des élections. C'est-à-dire qu'il veut maintenant le décret de nomination de l'Élysée. Donc j'organise mon élection, ma nomination à l'Élysée et il insiste sur l'amitié avec la France. Il insiste là-dessus. C'est ce qu'il lui-même dit. Mais le téléphone, tu sais, Dieu seul sait ce qu'on peut trouver dans un téléphone. Hein. Donc, le téléphone parle, lui-même il parle. Ses complices qu'il avait impliqués dans l'affaire, on avait déjà parlé avant qu'on le prenne. Il y a ce idiot complet de Aladji Sakandé. Je regrette vraiment d'utiliser ce mot contre lui parce que Aladji Sakandé, tu le vois, il a l'air très respectable. C'est le genre de type que tu saluerais bien même à genoux. Il dit non, non, lui n'est pas impliqué, que lui il a juste transmis l'argent. On voit que maintenant c'est lui qui faisait les repérages des maisons de la maison d'Ibrahim Traoré. Tu vois donc, tout ça là, les preuves même qui sont déjà sorties là suffisent pour condamner quelqu'un. Mais comme le Burkina est dans la logique d'une justice équitable, d'une justice transparente, on va les juger. Nous ne sommes pas dans le pays où on va enlever les gens de force dans les avions, on les jette en prison pour toujours. Non. Le Burkina est un pays de justice. Est-ce que tu comprends? Donc, et ça aurait été un autre pays, on l'amène en avion, on le met au Nouf, on ferme, on ne parle pas de jugement, rien. Téléphone a dit quoi, n'a pas dit quoi, on ne l'aime pas, il est mauvais. Allez, on l'a enfermé. C'est déjà arrivé. Tu te rappelles le pauvre Ivoirien Lida Kouassi, ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo. Il était réfugié au Togo. Il n'était même pas le seul. Dieu seul sait combien d'anciens dignitaires de Gbagbo étaient réfugiés au Togo. Mais les gens ont tenu un raisonnement simple. Puisqu'il était ministre de la Défense, il ne peut que comploter. Allez, donnez-nous-le. Il n'y avait aucune preuve contre Lida Kouassi. Mais le Togo l'a livré parce que le Togo ne veut pas se mettre à dos toute la Côte d'Ivoire. Bon, on l'amène, on va le juger. Mais ici, les crimes de Damiba, réfugié à Lomé, sont immenses. Parce que toutes les tueries, quand tu prends Djibo, son nom est sorti, Barsalogo, son nom est sorti, toutes les autres tueries au Burkina, le nom de Damiba sort toujours. Et soutenu par ces communicants qui sont réfugiés là où tu sais. Donc, aujourd'hui, les communicants là, c'est eux encore qui sont montés au créneau pour dire non, on ne devait pas l'extrader. Donc le Togo va le laisser. Il va déclencher des tueries. Ce que Damiba faisait, ce n'était pas un simple coup d'État. Damiba voulait nous organiser un autre Rwanda en Afrique de l'Ouest. Parce que si c'était un simple coup d'État, à partir du moment où il est sûr de lui, qu'il peut venir à bout du capitaine, dis-moi pourquoi on positionne des groupes terroristes, des armes éparpillées dans tous les villages, on positionne d'autres sur les frontières, on fait venir des mercenaires blancs. C'était pourquoi? Parce qu'il sait que s'il touche à Traoré, la population va le lyncher vivant. Alors, il a amené tout ce qu'il faut pour massacrer cette population et lui, il va s'asseoir comme président. Pendant combien de temps tu vas t'asseoir comme président? Donc Damiba voulait déclencher un autre Rwanda. Et le Rwanda, ce qu'on ne vous dit pas, on dit qu'il y a eu 1 million de morts Tutsi et Hutus. Malheureusement, souvent on oublie de dire que les Hutus sont morts au Rwanda. Tutsi et Hutus. Mais après, le Rwanda en a profité pour rentrer au Congo et tuer au moins 10 millions de personnes. Personne n'en parle. Il faut lire les livres de Charles Onana. Tu comprendras tout. Donc, c'est ce que Damiba voulait préparer. Et ce qui me surprend, les chefs d'État qui s'agitent là, ils croient que leur pays serait à l'abri. Je ne crois pas. Luc Kabaki, l'arrivée à Ouagadougou de Damiba, les interrogatoires qui ont commencé, le téléphone qui commence par parler, confirment un peu tout ce qui se dit jusque-là, des mercenaires planqués à Ouagadougou, des caches d'armes, des réseaux de financement depuis l'étranger, une série de dossiers noirs qui fait froid dans le dos. Non, c'est pas surprenant.
Je ne sais pas si dans le téléphone de Damiba, on a déjà commencé à récolter des informations ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que les seuls témoignages des complices de Damiba, tous les acteurs qui étaient impliqués, qui ont été arrêtés, qui étaient impliqués dans le projet de coup du 3 janvier, continuent d'ailleurs. et qui ont témoigné, c'était largement suffisant pour qu'on comprenne le niveau de perversité de ces gens-là. Oui, mais son arrivée... Et donc son arrivée, d'ailleurs même avant même que le téléphone ne parle, quand vous analysez de près, vous n'êtes pas étonné par l'enflure médiatique que sa seule extradition a créée dans les réseaux sociaux et comme partout dans la sous-région. Ça veut dire que si les gens s'agitent autant, c'est sans doute parce qu'ils savent que l'arrestation et l'extradition de Damiba vont créer un déclic incroyable en termes de révélation des vérités et de conspiration contre le régime d'Ibrahim Traoré. C'est ça la vérité. Et donc, qu'on dise qu'il y a des caches d'armes, qu'il y ait en tout cas tout un travail de subversion pour démolir l'État burkinabé n'est pas étonnant. Je suis convaincu qu'avec l'arrestation de Damiba et avec toute la procédure, les arrestations, les interpellations qui sont sur la base des éléments d'information dont disposent les services de renseignement burkinabés, on va être ahuri de constater le niveau d'implication de certaines personnes dans cette sous-région-là et même au plan international. Et c'est ça, c'est contre ça que les pays de l'AES ont décidé de lutter depuis plus de 5 ans déjà et qui explique que nous sommes engagés derrière eux parce que sans ça, nos États vont rester toujours dans la vassalité, dans l'instabilité, dans l'ingouvernance, de sorte que les impérialistes, qui vont alors régner toujours en triomphe, en pillant librement nos ressources, en nous traitant comme ils veulent, et pourtant, toute leur économie repose pour l'essentiel sur les ressources dont nous disposons ici. Mais jusqu'à quand on doit accepter cela? Donc je pense que toute l'agitation qu'il y a autour de cette question d'arrestation et d'extradition de Damiba rend compte largement du niveau, en tout cas, de conspiration, de la conspiration elle-même. On va suivre de près et on sera très heureux de rendre compte à l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs de New World de l'évolution de ce dossier. Excellence, dans ce contexte, lancer un procès contre Damiba, n'est-ce pas ouvrir la boîte de Pandore qui risque d'éclabousser beaucoup de personnalités, aussi bien à Ouagadougou qu'en dehors? Mais c'est ce qu'on cherche, non? Mais si tu n'as pas pris tous les bandits associés, tous les criminels associés, mais tu n'as pas réglé le problème. Ta boîte de Pandore, mais qu'est-ce que Pandore avait mis dans la boîte? Mais il faut les sortir tous. Si tu sors, il en reste un seul, tes problèmes ne sont pas finis. C'est la boîte de Pandore là même qu'on cherche. Si ça ne tenait qu'à Damiba, Ibrahim Traoré peut lui dire, ben, écoute, après tout, on est les mêmes, on est des officiers, tu as déconné un peu, bon, on te met en résidence surveillée, tu restes là-bas. C'est la boîte de Pandore qu'on cherche. Alors, est-ce que tu ne te demandes pas comment le président Ibrahim Traoré a pu prédire un hiver noir? Ça te ramène au génocide rwandais dont je te parle. C'est ça l'hiver noir. C'est-à-dire que tout le monde tue tout le monde. Ça, c'est un. Tu ne te demandes pas pourquoi ce capitaine, président Ibrahim Traoré, a acheté des missiles de longue portée. Les gens disent, ah non, ça ne sait pas, on ne va pas tuer les terroristes avec missiles de longue portée. Non, ce n'est pas les terroristes qu'on va tuer avec ça, c'est vous-même qu'on cherche. C'est vous qui organisez les terroristes, c'est vous qui organisez le terrorisme, c'est vous qui financez le terrorisme. C'est vous qui obéissez au doigt et à l'œil à la France. Et vous ne voulez pas laisser les Africains dormir. Les missiles sont pour vous, ce n'est pas pour les terroristes. Donc, Ibrahim Traoré a anticipé. Il ne dort pas sur ses lauriers. Et le peuple burkinabé, c'est ce que je disais, que le Damiba, il sait que s'il touche à un seul cheveu d'Ibrahim Traoré, les Burkinabés vont le manger vivant. Parce qu'Alain Sakandé, toutes les deux bordels qui suivaient avec l'argent dans les scooters, là, ils peuvent quoi pour le protéger? Ils peuvent quoi? Donc, c'est parce qu'il sait ça qu'on a positionné et les terroristes et les mercenaires pour massacrer tout le peuple burkinabé et lui devient président. Et attention, il avait tout préparé, puisqu'il s'est engagé même à donner une partie du territoire burkinabé aux Ivoiriens. Attends, de toi à moi. Moi, je crois que l'histoire de coup d'État doit être jugée à part. Et ça, là, c'est haute trahison. Après, on le juge pour ça.
Et là, le Togo n'est pas dans l'affaire là. Parce que quand il s'est engagé à donner son territoire à la Côte d'Ivoire, le Togo n'est pas impliqué dedans. Ce n'est pas l'extradition du Togo qui pose ce problème. Le problème était ailleurs. Donc on le jugera avec toutes les conséquences. Tu imagines, un officier, un civil n'a jamais osé faire ça. Toi, un officier qui a juré défendre l'intégrité territoriale, parce qu'on t'a donné 2 vestes à Abidjan, tu prends des centaines ou des milliers de kilomètres carrés de ton pays pour donner 2 vestes à Abidjan. Comme si vous étiez là, le sarcasme de comme si vous étiez présent quand on donnait les vestes. Non, pour être sérieux, je pense qu'il faut saluer la capacité d'anticipation du régime d'Ibrahim Traoré. Parce qu'en réalité, c'est la même histoire qui allait se répéter. Capitaine Thomas Sankara, qui vient pour engager une révolution à la tête du Burkina Faso, on le saute. Et vous avez vu, le Burkina Faso a basculé dans une dictature pendant 27 ans. Et puis donc le pays était encore sous la coupe des impérialistes, etc. Aucun déclic déterminant. Voilà un jeune de 33 ans, capitaine de son État, qui vient au pouvoir et qui commence une révolution, mais avec des résultats remarquables. À la limite, c'est des miracles que le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'opérer à la tête de ce pays-là. Qu'il aurait cru que sans aide budgétaire, sans appui financier extérieur, avec la rupture de coopération financière, etc., ce pays-là serait capable de se restructurer, de réinvestir dans l'armement, de réorganiser l'armée, d'investir dans les infrastructures, de relancer l'économie, de réorganiser la société elle-même et d'engager des ressources pour le développement, la santé, l'éducation, etc., etc. Et il recrée l'espoir dans l'esprit des citoyens burkinabés, parce que c'est la clé de base. Si les citoyens ne sont pas dans les bonnes dispositions, s'ils ne s'engagent pas dans la vision initiée par le dirigeant, s'ils ne sont pas mobilisés et à développer une certaine fierté d'appartenir à quelque chose de précieux, il est impossible de gouverner et de développer le pays. C'est ce qui est en train de naître justement au Burkina Faso, tout comme dans l'ensemble des pays de l'AES. Comment un dirigeant qui a eu le privilège inouï d'être à la tête de son pays pendant 8 mois peut être aussi maladroit, aussi mauvais, aussi cruel pour saboter une dynamique, un projet national de reconstruction comme celui-là. C'est vrai, tout le monde est complexé, tout le monde a ses faiblesses d'humain parce qu'on a écouté son séjour à la tête du pouvoir. Il peut se dire, bon, il est complexé, son orgueil est blessé, mais oui, le bon sens, la raison, tout ce qui est inhérent à la nature humaine devrait l'amener à comprendre que oui, c'est un jeune frère, oui, mais il fait mieux que moi. Je n'ai pas d'autre choix que d'accompagner parce que le peuple à qui appartient le pouvoir l'accompagne. Je suis un citoyen, ma personne ne peut pas compter, surtout dans un contexte de guerre où normalement les individualités, les égos personnels, les aspirations personnelles doivent s'éteindre littéralement au bénéfice d'une vision commune qui permettra justement de mettre les ennemis hors d'état de nuire. Et donc si vraiment Damiba est rentré dans cette forme de conspiration, je pense qu'il ne peut pas échapper à la rigueur de la loi. Parce que par sa faute, des dizaines de personnes ou des centaines de Burkinabés sont morts. Et il a donc distrait le peuple burkinabé et il empêche le pays de se concentrer sur les projets essentiels qui permettent de relancer le pays. Et dans un tel contexte, il ne peut pas vraiment échapper à la rigueur de la loi. Mais Damiba est cité régulièrement comme le cerveau de la plupart des complots orchestrés depuis 2023-2024. Excellence, est-ce que son extradition va neutraliser définitivement tous ces réseaux de déstabilisation? Le Burkina, si on coupe la tête, est-ce que le Burkina, le Mali, le Sahel, eux, ils sont engagés dans une lutte implacable contre les terroristes. Et je crois qu'il faut qu'ils entament la phase de la lutte contre les sponsors des terroristes. Ça, c'est important. Damiba seul ne suffit pas, parce que Damiba même était poussé, financé, encouragé, avec des soi-disant influenceurs. Tout ce monde-là, tant que c'est Damiba seul que tu tiens, ils vont continuer leur pagaille. D'ailleurs, il faut suivre les réseaux aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire.
Est-ce que Damiba peut prendre son téléphone et dire au chef terroriste, calmez le jeu? S'il peut le faire, tant mieux. Il a déjà fait massacrer des milliers de Burkinabés. S'il peut faire un effort pour sauver des milliers d'autres Burkinabés, Maliens, Nigériens, ok, tant mieux. On lui dira merci. C'est le propre. C'est-à-dire que d'un officier supérieur que de sauver la vie des habitants de son pays. Mais on n'est pas naïf pour croire que... Au contraire, moi je crains que son arrestation ne rende encore plus virulent les soi-disant terroristes, juste histoire de dire, en fait, c'est pas Damiba. C'est-à-dire que la preuve, vous l'avez arrêté, mais ça continue, non? Donc, les sponsors du terrorisme sont déjà dans leur laboratoire pour produire des idées les plus maléfiques pour encore continuer à troubler la vie et la quiétude des pauvres populations du Sahel. Mais je l'ai dit toujours ici, retenez-le, aucun de nos pays ne sera à l'abri tant que le Sahel n'est pas pacifié. Et pour le procès lancé contre Damiba, souhaitez-vous un procès public pour que ce linge sale soit lavé devant tout le monde? Ben, c'est idéal, c'est l'idéal. S'ils ont tout l'équipement nécessaire pour faire un procès public, c'est tant mieux. Parce que là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on recherche à travers un procès? C'est la vérité. Sur les faits qui sont reprochés aux accusés. Et il est de l'intérêt même de ces accusés-là de laisser que le procès puisse être public. Quand pour que demain... pas sortir les noms, est-ce que... Mais où est le problème? Si attends, on va sortir toi ton nom, Gilles Boko, là-bas? Non. D'ailleurs, pourquoi sortir un nom est plus criminel que les gens continuent? Voilà, c'est-à-dire que si des gens ont trouvé opportun de se rendre complices ou acteurs des actes subversifs contre un État souverain, c'est l'occasion justement de révéler leur nom. On ne peut pas faire un procès en catimini parce que, bon, mais il y a des noms qui vont... Mais il faut qu'ils sortent. Ça veut dire que ces gens-là, quelle que soit leur position, qu'elle soit au sommet de l'État ou ailleurs, que ce soit en Afrique ou ailleurs, il faut que le monde entier se rende compte que ce ne sont pas des hommes. Oui, mais parce si qu'un être humain, oui, ça ne va pas créer des inimitiés entre pays voisins. Et oui, problème. Attends, si les noms ne sont pas sortis, avant même qu'ils soient sortis ou pas, pourquoi ça ne créerait pas les inimitiés? Est-ce que vous savez les éléments de preuve que l'État burkinabé a rassemblés pour les transmettre à l'État du Togo et qui ont déterminé l'État du Togo à extrader Damiba? Donc, en tout état de cause, un fait reste un fait. Qu'il soit connu du grand public ou non, au moins dans le monde des décideurs, il est connu. Et ça va toujours sortir. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle avec les réseaux sociaux et un système de communication qui va à une vitesse vertigineuse. C'est l'occasion de dire aux gens que lorsque vous avez la responsabilité de gouverner un pays, ou vous occupez un poste de responsabilité, c'est une chance inouïe qui vous est donnée pour exhumer les valeurs intrinsèques liées à l'espèce humaine. On n'occupe pas une poste stratégique pour être subversif, pour être mauvais. Si vous ne pouvez pas assumer les actes que vous posez, ne les posez pas. Si vous ne pouvez pas assumer les paroles qui doivent sortir de votre bouche, ne les sortez jamais, même en vase clos. N'y pensez même pas. Parce que là, on a besoin des hommes intègres. Et heureusement, le Burkina Faso est appelé le pays des hommes intègres. Cette intégrité, on en a besoin pour pouvoir construire nos nations. Si c'est des gens qui sont faux, c'est des fourbes, qui sont dans les conspirations et qui ne veulent pas que ça soit su, c'est l'occasion qu'on mette tout ça là, à la place publique et qu'il soit bien étalé. Non, il faut qu'on le juge en public. Absolument. Sauf s'il refuse. Si c'est lui qui refuse, lui et ses avocats, bon, l'État burkinabé saura comment apprécier. Est-ce qu'il a le droit de refuser? Ça, on posera la question aux juristes. Il peut refuser. Bon, tu sais, je te dis que l'État burkinabé est respectueux des lois. Nous ne sommes pas dans le modèle gangster où on enlève les gens, on les ficelle comme des saucisses, et on va jeter dans une cellule. S'il est devenu un fardeau, c'est-à-dire que par sa faute, il fait en sorte à donner une image de complice au Togo. Le Togo n'avait pas d'autre choix, ne serait-ce que pour sa crédibilité, pour sa transparence, de le ramener, en tout cas là où il avait pris. Maintenant, que ça mette un terme aux supputations, au procès d'intention ou pas,
L'essentiel pour le Togo, c'est d'être en harmonie avec ses convictions et d'être sûr d'avoir posé un acte responsable qui le dédouane de toutes les accusations fallacieuses qui ne répondaient à rien du tout. Maintenant, que les gens soient toujours de mauvaise foi, et il y en aura. On est au XXIe siècle, les susceptibilités s'amplifient chaque jour, mais on ne peut pas s'en tenir à ce que les gens disent de nous pour fonder nos vies. Nous devons définir nos visions en fonction des convictions et du regard que nous portons sur la vie. C'est ça qui va compter, quel que soit ce qui va se dire sur ce qu'on fait. L'essentiel, c'est d'en être convaincu et de savoir que c'est ça qui est votre vérité à vous. Excellence, c'est pour clôturer cette première partie de l'Ivoire de Forum. Quel message le Burkina Faso envoie-t-il à la sous-région avec cette procédure? Oui, le message est simple. Le Burkina est là. Il était là, il est là, il sera toujours là. Et il tient à préserver la paix et la sécurité à l'intérieur de ses frontières qui sont aujourd'hui en même temps les frontières de l'AES. Maintenant, si vous voulez profiter de cette paix et de cette sécurité, nous sommes là, on travaille ensemble. Si vous êtes dans la logique de la guerre, nous, on a déjà nos missiles en position, on sait vers où on les a orientés. En tout cas, une grande victoire. Ah ben, énormément, pour Ibrahim Traoré. Un grand butin. Dans mon émission précédente de la semaine, j'ai dit que c'est un vrai butin. Un vrai butin parce que si Damiba est devenu le point central à partir duquel s'organisaient tous les complots contre le régime de Damiba, ça veut dire qu'il y a un démantèlement aujourd'hui de ce système-là. C'est vrai, les prédateurs ne vont pas démordre, ils ne vont pas renoncer à leur plan, mais ça va retarder. Ils sont obligés de remettre en place de nouvelles stratégies et il leur faudra d'autres complices, etc., etc. Et donc, c'est un travail de longue haleine, en tout état de cause. Le message, il est d'abord au Burkinabé. Que chaque citoyen burkinabé comprenne qu'il n'a de sécurité réelle que dans son pays, à cette condition qu'il se comporte comme un citoyen intègre, responsable, qui sait contribuer au processus de construction de son pays. L'autre message, c'est à la sous-région, à tous ceux-là qui pensent qu'ils peuvent utiliser des complices dans des pays pour participer à la déstabilisation de ces régimes-là. C'est dire que le régime burkinabé est vigilant et il n'entend pas en tout cas renoncer au pari qu'il a fait de reconquérir son territoire et de le stabiliser.